se lancer là-bas. Et là, il y a OK. Mesdames et messieurs, bonjour. Dear followers, good afternoon. Président Christian Pendai-Koka, bonjour. Bonjour, Serge. Emmanuel Mathieu. Aujourd'hui, Président, nous sommes à notre 10e arrêt dans notre série intitulée « La politique n'est pas une comédie »,« Politique is not a comedy ». Et aujourd'hui, nous allons aborder certainement l'un des thèmes les plus graves. Aujourd'hui, ce sera concentration du pouvoir, manœuvre de diversion, stratégie de balkanisation, de cloisonnement, de division et d'exacerbation des particularismes. Concentration of power, exercises of diversions, strategies of balkanization, partitioning, division and exacerbation of particularism. Président, c'est un thème très très lourd. Absolument, oui. C'est intéressant, mais néanmoins intéressant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Président, comme la tradition, notre petite tradition le veut, nous allons aborder quelques questions d'actualité. La première question a trait à la création de l'École nationale d'administration locale. Oui. Une création récente de M. Biya. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette création, Président? Écoutez, je voudrais d'abord m'excuser auprès des followers pour ce retard. C'est un grand signe de respect souvent quand la ponctualité, mais on a eu, comme il faut l'imaginer, des circonstances qui sont indépendantes de notre volonté ici. Coupure d'électricité, ainsi de suite, on attendait, voilà, qui nous excuse, on démarre avec une trentaine de minutes de retard, mais bon, voilà, on est au rendez-vous. Donc, je leur souhaite un bon week-end. Et d'ailleurs, je leur annonce que j'ai promis qu'on fait le bilan d'étape. Maintenant, je suis à l'opération survie, qu'on fait le bilan d'étape. Il faut retenir ça la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi prochain, au lieu de faire cette émission, dans le politique is not a comedy, la politique n'est pas un théâtre, n'est-ce pas? On la consacrera plutôt à faire le bilan d'étape de survie. Je pense qu'ils ont hâte de la voir. Tout à fait, Président. Et en même temps que je leur dis une fois de plus merci pour avoir atteint le milestone de 1 million d'euros, voire l'avoir dépassé. Mais je pense qu'ils seront heureux, ils ont été heureux de voir les images. On fait tout pour essayer d'avoir un documentaire de tout ce que nos équipes ont pu couvrir. C'était ça, une instruction très précise de ma part, de leur dire, n'allez pas juste pour vous, allez également pour couvrir les coins les plus reculés du Cameroun, à ramener les images, parce que je pensais à eux, je pensais aux donateurs, à ceux qui sont dans ces pays depuis des années, qui n'ont pas vu l'arrière-pays, même à ceux qui vivent dans le sud du pays, qui ne savent pas comment, par exemple, les gens vivent dans le Grand Nord, qui ne sont plus au courant, qui ne savent pas. C'est comme ça qu'on développe tout le sens de l'appartenance. Et j'ai insisté auprès de mes équipes de couverture médiatique qui prennent des photos, parce que je voulais servir aux différents donateurs, n'est-ce pas, un documentaire spécial par rapport à tout cela. Donc, on est en train de travailler dessus et j'espère qu'ils auront, le moment venu, n'est-ce pas, comme souvenir aussi de cet épisode et de cette aventure qu'on vient de vivre ensemble et qu'on va poursuivre pendant quelques temps encore. De toute façon, je leur en donnerai les détails de la configuration, de comment on va, n'est-ce pas, continuer tout ça et peut-être faire une espèce d'atterrissage en douceur de cette aventure. En anglais, on dirait soft landing, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour venir à cette question, ils vont me comprendre.
C'est-à-dire, Serge, je ne peux pas comprendre qu'on soit en train de dire, dans le cadre de l'autonomisation des régions, donner au fond aux régions les moyens d'être maîtres de leur destin. Donner aux régions, aux communautés, les moyens d'autonomisation, les moyens d'être maîtres de leur destin. Et l'une des choses par lesquelles tu détermines les capacités d'organisation, n'est-ce pas, de l'encadrement des régions, c'est l'éducation. La formation des administrateurs, par exemple, municipaux. La formation des pompiers municipaux. La formation des policiers municipaux. Or, M. Biya n'arrive pas à comprendre qu'on lui demande de laisser les régions tranquilles s'organiser. Laisser les gens sont des adultes, ils vont s'organiser. Mais il continue, il veut encore, lui de Yaoundé, décider des programmes, du contenu des écoles. Mais bientôt, vous allez apprendre qu'on forme à Yaoundé les policiers municipaux. C'est-à-dire qu'on forme à Yaoundé les policiers qui doivent être en charge de la région de l'Ouest, de la région de l'extrême nord, de la région du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'on forme à Yaoundé les magistrats municipaux. C'est-à-dire les magistrats qui seront chargés des villes, dans les régions que vous avez dites autonomes. Que vous formez à Yaoundé des ingénieurs municipaux. C'est-à-dire qu'ils vont être chargés. Ce besoin absolument de ne pas abandonner ce pouvoir hyper centralisé, c'est ça qui aboutit à cela. Mais j'aurais imaginé qu'il soit que le plus urgent aujourd'hui, c'est de transférer le pouvoir. C'est un peu comme si vous retenez votre fille à la maison, mais vous ne voulez pas qu'elle devienne autonome, qu'elle mène sa vie, sa maman la retient à la maison, et elle ne veut pas qu'elle mène sa vie, qu'elle soit aussi responsable qu'elle-même, ou le père qui retient son fils, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut lâcher les gens. Lâche les gens, c'est comme ça qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Aucune de nos régions, aucune de nos communautés ne voudra mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Aucune de nos régions, aucune de nos communautés ne voudra mourir. Les gens vont s'organiser. Il y aura même une saine émulation entre les régions. Les gens vont savoir qu'il faut former des cadres. Laissez les gens, c'est ça l'expérience partout hein, de l'organisation. Laissez les gens vont s'organiser, mais donnez-leur les moyens. Ne soyez pas là comme si vous continuez à assumer comme que ce sont des mineurs. Il faut que je leur apprenne comment former les cadres. C'est l'impression que m'a laissé la création de cette espèce de National School of Local Administration à Yaoundé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est cela. Parce qu'après, vous allez entendre qu'on a fait National School of Fire Brigade. On a une espèce d'école nationale de formation des sapeurs-pompiers municipaux à Yaoundé. De formation, école nationale de formation des magistrats municipaux à Yaoundé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et non, il faut... C'est un peu l'esprit de mon tweet à ce moment-là. Si, d'ailleurs, comme ça se passe, les gens ne font pas attention, ça peut leur glisser au nez, hein. Ils ne vont pas le percevoir. Mais c'est comme ça que les gens passent de manière très, très subtile à continuer de tirer les ficelles, n'est-ce pas, sans s'en rendre compte. C'était cela. Voilà. Président, la deuxième actualité que nous voulons soulever aujourd'hui et pour laquelle nous voulons votre point de vue concerne le Conseil de la magistrature qui s'est finalement tenu. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, mais enfin, je vais dire, vraiment, là, je pense que les téléspectateurs eux-mêmes vont comprendre que ça fait pratiquement 3 ans que ce conseil ne s'est pas tenu. Et, voyez-vous, le plus marrant, c'est que vous avez fait aujourd'hui, on a fait, comme j'ai fait le tweet, j'ai dit que, mais, le fait qu'il se soit tenu, mais les gens ont célébré cela comme si on était en train de, comme si on avait fait un lancement réussi d'un vaisseau spatial sur la planète Mars. Comme si on avait fait un lancement réussi d'un vaisseau spatial sur la planète Mars. C'est quand même extraordinaire pour, en fait, un acte banal de gestion. Un acte banal de gestion dans notre pays aujourd'hui prend des allures
n'est-ce pas, de lancement d'un engin spatial sur la planète Mars. Est-ce que on ne se rend pas compte, d'où d'ailleurs l'intitulé du thème? Ce sont des manœuvres de diversion, ce sont des manœuvres de distraction, ce sont des manœuvres qui nous amènent, n'est-ce pas, à ne plus nous occuper des vrais problèmes du Cameroun. Les vrais problèmes du Cameroun aujourd'hui, c'est la capacité de M. Biya à conduire le Cameroun, à être disponible pour la conduite du Cameroun. C'est le leadership du Cameroun. Qu'on ne nous amène pas à un autre problème. C'est le seul problème que nous avons. Or, pour moi, son incapacité est établie. Nous devrions être préoccupés par l'échec, n'est-ce pas, l'échec de ces 40 ans, n'est-ce pas, de gestion du Cameroun et en tirer toutes les conséquences. Chaque jour qu'il est là à étudier, c'est une hypothèque pour la vie des futures générations. Chaque jour qu'il est là, c'est une hypothèque pour la vie des futures générations. Quand vous regardez sérieusement la situation du Cameroun, je voudrais parler de l'état du Cameroun. L'état du Cameroun. Si on regarde la situation de l'état du Cameroun, le bilan c'est quoi? À la fin d'une quarantaine d'années d'exercice du pouvoir, c'est des crises multiples et multiformes. Vous l'avez dit dans votre intitulé. C'est la balkanisation du pays. Mais si on vous donne un pays avec, dans sa diversité, qu'est-ce que vous avez comme défi? C'est de bâtir un pays uni, de faire une nation. La plus grande victoire de Mao Zedong a été, à partir d'une grande masse de population, de construire un pays uni, aussi bien en tant qu'État qu'en tant que territoire. Cette unité politique, c'est ça la plus grande victoire. Et c'est ça qui devient en fait menaçant pour d'autres pays. La Chine est un État uni. La Chine a une unité politique. Les Chinois se sentent appartenir à cet État. Ils sont fiers aujourd'hui de se dire chinois parce qu'ils ont vu la progression économique et sociale de leur pays. Quand un satellite est lancé par la Chine, et Dieu seul sait, je vais vous dire, ils sont champions. Les gens ne sont pas au courant, mais ils sont champions aujourd'hui dans le lancement des satellites. Quand les Chinois voient qu'ils sont capables de lancer des satellites, ça fait la fierté de tous les Chinois, y compris des Chinois qui vivent dans la paysannerie la plus reculée. C'est lui qui a lancé ça. L'État chinois. Vous voyez ce que je veux dire? L'État chinois. Et Mao Zedong a donné aux Chinois, au-delà de tout. Et ça, c'est Kissinger qui savait le faire, qui savait le dire. Ce sens d'appartenir à un peuple, on dirait spécial. Je pense que c'est dans un bouquin sur la Chine, écrit par Henry Kissinger, qui était donc le secrétaire d'État américain sous Richard Nixon et qui a travaillé à l'établissement, n'est-ce pas, de relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis en 1972, Kissinger a écrit un bouquin On China où il dit « Il n'y a que un peuple comme le peuple chinois qui soit capable de maintenir son unité, de faire preuve d'une telle résilience et d'une telle patience au bout d'autant d'années de vicissitudes,
de chemins rocailleux. Parce que n'oubliez pas qu'au XIXe siècle, la Chine a subi les assauts de plusieurs pays européens en tant que des assauts de colonisation des Anglais, des Français, des Allemands, des Russes, et ainsi de suite. Elle en est sortie, n'est-ce pas, quelque part victorieuse, sous la conduite de Mao, unie. Voilà le mérite d'un leadership. À l'époque, elle avait 500 millions d'habitants. C'était au 19e siècle, 500 millions d'habitants. Vous, avec à peine 30 millions d'habitants, je vais dire au moment où il arrive, certainement Biya, on est une vingtaine de millions d'habitants, sinon 15. On est une trentaine aujourd'hui, voire un peu plus. Mais nous y arrivons comment? Divisés, désunis, avec des menaces d'implosion. Ça là, en tant que chef d'État, on vous a dit chef d'État, c'est le premier échec. Il est total, accablant. Maintenant, si je descends au plan économique, je vous ai déjà dit, c'est l'appauvrissement. Entre la période où il arrive au pouvoir, en 82, le PIB par habitant de la Chine, 85 précisément, du Cameroun, je veux dire, il est de 1800 $ par habitant. Aujourd'hui, il tombe à 1400 $. Ce n'est pas une réussite. L'industrie camerounaise est moribonde. L'agriculture camerounaise est moribonde. Les services, les infrastructures, il n'y en a pas. L'autre jour, je voyais comment dans le nord-ouest, qui est pourtant une région où les populations sont industrieuses, mais qui aujourd'hui est en guerre, et une route que vous connaissez, qui est impraticable, vous voyez des tonnes et des tonnes de nourriture qui ne peuvent pas être évacuées vers les autres pays. Mais vous imaginez que si dans chacune de ces régions, il y aurait pu avoir, vous avez 40 ans, Serge, pour gérer un pays, vous trouvez un chemin de fer à un endroit, vous vous donnez comme défi que moi, au bout de 2 mandats, je veux que ce chemin de fer atteigne tous les chefs-lieux de région. C'est-à-dire, là où il était à Douala s'arrêtant en Konsamba, dans la ligne ouest, je veux qu'il atteigne tous les chefs-lieux de région. Il doit être à Bafoussam, il doit être à Bamenda. Et Bolova. Sur la ligne sud, Ouais. Bolova. Ouais. Actuellement, s'il est à Bolova, ça veut dire qu'il passera par d'autres villes. En Gaoundéry, à Garoua, à Maroua. Et là, quand il est déjà à Maroua, ça veut dire qu'il est dans la proximité du Tchad. La même chose à l'est. Vous voyez, vous faites un maillage ferré, ferroviaire de tout votre pays. Et vous imaginez les opportunités que vous créez pour les jeunes gens à s'installer partout, à faire l'agriculture, à évacuer leur nourriture. Qu'est-ce que ce jeune homme qui est à Bamenda, qu'est-ce qu'il viendrait faire encore à Douala ou à Yaoundé? Il a des terres, il a des plantations, on vient l'acheter, ces intermédiaires viennent acheter, ils évacuent dans les régions là où on en a besoin et on exporte même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui aurait dû être la priorité. Vous ne pouvez pas être, je vous assure, quand quelqu'un a posé la question l'autre jour, il nous a demandé, Président, quand vous allez y arriver, ça vous prendra combien de temps? J'ai dit un mandat. Un seul mandat. Parce que il y a des conditions de base que vous créez qui deviennent en fait des conditions de stimulation. Parce que ce n'est pas vous qui faites. Avec une jeunesse jeune comme celle que nous avons, plus de 80% de la population a moins de 35 ans. Tout à fait. Vous créez juste les conditions. Et les premières conditions, c'est les conditions de communication. Les conditions de communication d'infrastructure, les routes, chemin de fer, et ensuite l'énergie. C'est ça que vous faites. Une fois que vous avez fait ça, mais je ne vais pas courir à la place d'un jeune homme qui a 20 ans. Il saura courir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous rendre compte qu'un autre domaine, qui est souvent dans les autres pays, est un domaine qui stimule. Les premiers, c'est le tourisme. Les premiers touristes dans n'importe quel pays développé, c'est d'abord les ressortissants du pays eux-mêmes. Les nationaux. Les nationaux. Au Canada, c'est les nationaux. Aux États-Unis, c'est les nationaux. Tout à fait. En Chine, aujourd'hui, c'est les nationaux qui parcourent
n'est-ce pas, le territoire pour connaître. En France, c'est pareil. Et à ce moment-là, quand le tourisme, lui, il est là, c'est l'hébergement, c'est le système d'hébergement qui doit fonctionner, c'est la restauration qui doit fonctionner, c'est les services, d'autres services qui doivent fonctionner, genre réservation, transport, et ainsi de suite. Vous voyez, bon. Aujourd'hui, vous avez créé des conditions d'insécurité telles que, et d'infrastructures qui manquent telles que, n'est-ce pas, vous avez aujourd'hui un jeune homme de 30 ans, il vous dit, il n'a jamais été au Nord. Il ne connaît pas le Nord. C'est extraordinaire. Ça ne va pas. S'il y avait des infrastructures, ça n'a même rien à voir. Certains me parlent de pouvoir d'achat. Non, ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat. Non. Vous, avec peu de moyens, vous prendriez le train pour aller au Nord. Vous savez qu'il y a des hôtels, vous savez qu'il y a tout là-bas. Il y a des hôtels de toutes les catégories. Tu vois, moi, je viens d'envoyer une mission dans toutes ces régions-là. Ils n'habitaient pas les hôtels 5 étoiles. La mission des gens qui couvraient les Ndilo, les Mathieu Youbi, et ainsi de suite, qui couvraient ces régions-là, ils n'étaient pas dans les palaces 5 étoiles pour distribuer le matériel médical. Mais ils étaient très heureux de voir ces paysages, de découvrir ces pays. C'était ça aussi un de mes objectifs. Je voulais les envoyer pour qu'ils prennent, c'est des zones que j'ai parcourues, moi, bien plus jeune, quand je suis rentré au Cameroun, et je voulais qu'eux aussi, ils palpent du doigt cette réalité. Qu'ils voient, par exemple, à l'Agdo, les followers vont le voir, les images qu'ils ont faites, dans ce qu'ils appellent barrage de l'Agdo, un barrage où il y a du poisson, et ainsi de suite, qu'ils les voient, qu'ils aillent à Guidère, qu'ils aillent à Maroua, qu'ils aillent à Mokolo, qu'ils voient, ils auront les images. Ça, c'est notre pays. Et il n'y a pas de raison que, si vous êtes si vous habitez à Bafoussam ou si vous habitez à Douala ou à Yaoundé, que vous n'ayez pas le plaisir d'aller faire du tourisme là-bas. C'est ça qui fait marcher l'activité. Le tourisme aussi, allez, fini. Fini pourquoi? Absence d'infrastructure, insécurité, ainsi de suite. Donc, après 40 ans, vous créez l'insécurité. Après 40 ans, c'est l'insécurité au Cameroun. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sécurité. Alors, au plan social, c'est l'aggravation de la pauvreté, l'aggravation des inégalités, l'aggravation des injustices, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui proclamait en 90 que je voudrais qu'on se souvienne de moi comme du président qui aura apporté, n'est-ce pas, la prospérité et la démocratie à ses citoyens. C'est tout le contraire que nous vivons aujourd'hui. C'est la balkanisation, tout l'intitulé, des conflits armés, n'est-ce pas? Le tribalisme, la haine d'autrui, tout ça s'est aggravé. C'est pas ce pays de fraternité entre les Camerounais, où ils ont tous en commun, ils pensent qu'ils appartiennent au même pays. C'est la rupture de confiance des citoyens dans l'État et dans ses dirigeants. Alors, quand vous parlez du Conseil supérieur de la magistrature, alors qu'il prend ses allures, ben, j'entendais Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, j'ai entendu le garde des Sceaux prévenir les gens que les gens doivent savoir dans quoi nous sommes. L'état de droit est en lambeaux. L'état de droit est en lambeaux. C'est une justice déshumanisée. Mais des justices déshumanisées, Serge. Mais c'est pas parce qu'on est incarcéré qu'on perd son statut d'être humain. Mais le but de l'incarcération n'est pas de vous faire perdre votre statut d'être humain. C'est d'autant que les gens ne sont même pas encore jugés. Les gens sont des prévenus. Ils ne sont pas jugés. Voilà. Mais vous les traitez, en fait, comme des sujets qui ont commis des crimes les plus atroces. Mais même les crimes qui sont atroces, on ne traite pas les gens de cette façon. Vous avez le cas de Ouazizi, qui est mort. Je vous rappelle le journaliste Ouazizi qui est décédé en prison. Le cas le plus récent de quelqu'un qui est décédé en prison avec les menottes. Les menottes à la main, oui. Menottes à la main. On ne parle pas des gens, de nos amis qui sont détenus depuis des années sans procès équitable, que ce soit les Vamoulke, que ce soit Mamadou Mouta, que ce soit les Paul Chouta, que ce soit les Siwe, et ainsi de suite, sans procès équitable.
Ça, c'est pas une justice. C'est pas une justice, tout cela. Et ne parlons donc pas de la corruption et de l'impunité, qui sont devenus la marque de commerce de la gouvernance de M. Biya. Avec la corruption et l'impunité, tout est complètement dévoyé. Parce que la corruption est devenue comme le détournement du pouvoir d'État à des fins personnelles. Et c'est ce que vous voyez en permanence. Les gens vous parlent de problèmes démographiques. Comme sur le Cameroun, avec quel problème démographique? Nous ne pouvons pas avoir un territoire comme celui que nous avons, avec la faible densité de population que nous avons. Vous ne pouvez pas mobiliser des Camerounais pour coloniser vos espaces. Il y a des espaces à ne pas savoir quoi faire, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le problème des inégalités. Des inégalités dans la distribution de la richesse. C'est ça qui crée aussi les injustices. Non, ne me parlez pas de population ou de démographie, alors qu'il s'agit d'une richesse qui est mal distribuée, qui est distribuée de manière inégalitaire. Et alors, quand je vais vous y ajouter le problème de la corruption, d'accord? Vous ne le voyez pas? J'ai entendu l'autre jour dans un discours, M. Sarkozy, il parlait des problèmes de la démographie, et ainsi de suite. Je me suis dit, mais attendez. Bah oui, pour eux, la démographie, quand il parle de démographie, c'est toujours sur l'Afrique. Mais c'est jamais sur la Chine, 1,5 milliard d'habitants, pas sur l'Inde, 1,3 milliard, pas sur l'Indonésie qui avoisine pratiquement 300 millions, n'est-ce pas? Non, c'est l'Afrique. Mais il y a quelle population là? L'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. L'Europe en a 10. Et lorsque vous vous intéresserez aux questions d'injustice et d'inégalité, ils n'en parlent pas, aux questions de corruption et justement de distraction des fonds qui très souvent vont loger dans les paradis européens, on comprendra que le problème n'est pas un problème de démographie. Le problème est un problème de donner la chance, à partir des richesses d'Afrique, des ressources naturelles d'Afrique, de permettre à tout le monde d'accéder à ces opportunités-là. Vous n'aurez d'ailleurs plus de problème. Chacun pourra trouver son compte là-dedans. Il ne semble d'ailleurs pas qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, que ce soit les technologies de l'information, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la biotechnologie, ainsi de suite, vous allez pouvoir permettre aux populations d'accéder de manière exponentielle à des services qui étaient très rares autrefois. Que ce soit les services de santé, que ce soit les services d'éducation, que ce soit des services même de distraction, tels que, n'est-ce pas, les sports, les loisirs, et ainsi de suite. Parce qu'avec les satellites aujourd'hui et via Internet, quelqu'un peut très bien vivre aujourd'hui au Cameroun dans une zone que vous considérez comme isolée. À partir du moment où Internet lui revient, si ça ne lui arrive pas par les câbles à fibre optique, ça peut arriver par voie satellitaire, n'est-ce pas, accéder, comme je le dis souvent, à toutes sortes de loisirs, de par le monde. Et il accède souvent à des services qui sont des services mondiaux. Quand vous créez également des marchés efficients, des infrastructures efficientes, permettent à tout le monde de pouvoir avoir un compte bancaire, je veux dire que ça, c'est une option de politique économique, n'est-ce pas? Et permettre que les paiements puissent se faire également par des circuits électroniques, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que, mais on va accéder à la modernité, qu'elle est disponible par tout ce que la technologie met à notre disposition aujourd'hui, que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a disposé de tant de moyens technologiques pour accélérer son développement. Mais il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir. Puisque instantanément, aujourd'hui, via Internet, vous pouvez suivre ce qui se passe, n'est-ce pas, à 12 km, à 20 000 km de vous. Mais il faut le vouloir. Si vous ne le voulez pas, ça veut dire que vous voulez rester dans ce que j'appelle souvent nos villageoiseries, nos archaïsmes, et ainsi de suite. Mais encore une fois, les téléspectateurs le followers qui demandait en combien de temps, je dis non. En un mandat, les problèmes là sont réglés. Vous vous souviendrez, Serge, de Buea Silicon Mountain. Des jeunes gens qui avaient développé une capacité, n'est-ce pas, de codage, c'est-à-dire de programmation, n'est-ce pas, dans cette région. Pour ça, un peu comme la Silicon Valley, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la Silicon Mountain. Au lieu qu'ils bénéficient du soutien de l'État, à un moment donné, quand la crise a éclaté, on a surtout coupé Internet. Alors que c'est des gens qui travaillaient à l'export. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une question d'attitude.
nous pouvons le faire et y arriver très rapidement. Président, une autre question d'actualité, mais actualité triste. Il y a des images qui ont circulé sur la toile montrant des actes de barbarie perpétrés à Muyuka. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images-là? Ça, vous savez, c'est la conséquence de la radicalisation d'un problème. L'être humain, je crois qu'il est capable du mieux, il est capable du pire. Quand vous le mettez dans des conditions difficiles, il est capable de se radicaliser et là, vous ne pouvez plus en tirer le meilleur. Le problème d'un leadership, c'est en fait de créer des conditions pour permettre de tirer le meilleur des populations. Les mêmes populations que vous voyez là peuvent devenir des animaux, des loups pour les autres, les mêmes êtres humains. Si vous vous en référez à l'histoire de l'humanité, dans les années 40, ce qui s'est passé en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, je suppose que vous savez qu'il y a eu des horreurs, tout à fait, pire que ce qu'on perçoit encore aujourd'hui. Mais ça, c'était des êtres humains qui le faisaient, incités par un certain leadership. Et avant cela, l'Europe n'a vécu que des années, des guerres après guerres. Tous les 10 ans, pratiquement, il y avait des guerres là-bas. C'est comme des gens qui n'avaient pas encore la conscience humaine. Et donc, je crois que je lis tout ça à ce que nous voulons, parce que tout ce que je dis là qu'on est capable de faire, nous ne sommes capables de le faire qu'en tant qu'humains. Nous ne serons pas capables de le faire en tant qu'animaux. Il faudra donc qu'on crée des conditions d'humanité. Et les conditions d'humanité veut dire d'abord qu'on est des hommes et des femmes qui se respectent d'abord en tant qu'êtres humains, qui se disent qu'on a quelque chose de spécial en tant qu'être humain, qu'on a une dignité, et que quand le gars est à Muyuka, où ça se passe, ou à Maroua, qui se disent que nous appartenons à la même humanité, nous appartenons au même pays, c'est la même fraternité. Si un leader ne bouge pas pour, je vais dire, évangéliser son peuple de cette manière, que le gars de Muyuka le voit, que celui de Maroua ou de Mokolo le voit, parce que c'est lui le symbole de ce Cameroun et de cette humanité. Mais ils ne vont même pas penser qu'ils appartiennent à la même humanité. Ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun, les divisions, je dis, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'un type de leadership. D'un leadership qui a visé à diviser, à créer la haine entre les Camerounais. Je sais bien pourquoi je le dis. C'est très facile, si vous êtes sectaire dans votre esprit, de mettre le sectarisme, y compris à l'intérieur d'une famille. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut rassembler, c'est aussi vous gérez la famille d'une autre manière. Vous gérez les hommes d'une autre manière. Chaque fois qu'il y a un facteur de division, vous l'identifiez et vous essayez de l'aplanir. Parce que vous pouvez facilement diviser. Vous savez, le cannibalisme se crée facilement. J'ai vu un jour un film de gens qui se sont retrouvés sur la cordillère des Andes. L'avion est tombé là-bas, il y a eu un crash, et ceux qui ont survécu, au bout d'un certain temps de famine, ont commencé à manger. C'était du cannibalisme. Comprenez ce que je veux dire? Donc, l'être humain, il y a des conditions que nous pouvons faire. Ça commence par nous ici, ça commence par un pays, une organisation, et ainsi de suite. Voilà pourquoi je relis toutes ces histoires à la gouvernance et au leadership de M. Biya. Je ne peux pas ne pas le faire. Parce que je vous ai souvent dit,
Leadership is the cause, everything else is the effect. The way you people, the way this leadership has planted the seeds of hatred among Cameroonians is the main cause of the kind of tragedy that we're living through now, that we're going through. If you are leading people in the spirit of brotherhood, fraternity, respect, kind of mutual respect of each other, dignifying the people, letting them to know that they are human beings, they are, and with the sense of belonging, they are belonging to the same nation, And sometimes ago, I told you about when this crisis broke out at the end of 2016. I wrote an article, and the introduction of the article was that whether you are in Marwa, wherever you are, be it in Marwa, be it in Garwa, be it in Gaundiri, be it in Bafoussam, Douala, Yaoundé, if a Cameroonian is dying somewhere, don't ask for who the bell is ringing. The bell is ringing for you. That Cameroonian dying somewhere at that spot is a part of you. It's a part of you as Cameroonian, because you belong to the same body called Cameroon. And this kind of spirit should be instilled in the people, in our compatriots, but by the style of leadership. This is what they call the exercise of nation building. They fight to build a nation so that we develop this sense of belonging to the same nation. So I will tell you that really don't be discouraged by what is happening, the kind of horror and the kind of atrocity that we are seeing today in the northwest and the southwest and even far north. And sometimes within our cities, they are not so much publicized, but they are also happening within the cities, in Yaoundé, in Douala, in Bafoussam, Garwa, and so on and so forth. But we need to get committed to fight against this kind of occurrences and to be committed, be engaged to build another nation, to build another country, a country of brotherhood, a country of fraternity, a country where all of us Cameroonians we will develop a sense of belonging to the same nation, belonging to the same, father or motherland, whatever you want to call it, And I think wherever you see a Cameroonian, because today, sometimes what you are seeing in the main street of Yaoundé of Douala, you can see some kind of accident that the bodies are lying on the street. People are bypassing those bodies, dead bodies. I don't know what. People are bypassing them. You're talking about what's happening in Kumba and Muyuka the other day, and what about this kind of those kind of scenes that you can see here in the mainstream of Yaoundé of Douala? It's like people have lost their humanity. They have lost their humanity. And all of this is the result, is the outcome of a kind of awkward leadership that we're going through all over those 40 years. You understand what I mean? This is it. And we need to change it. And I think we need to keep the faith and believe that we're going to change it. It is on this note and on this faith that, I'm answering I'm answering to this question. Okay. Mr. President, last question regarding actualité. La dernière question d'actualité. Elle se rapporte à une décision du gouvernement qui suspend les concessions qu'il avait accordées à des opérateurs économiques dans la vallée du Thème et qui suspend aussi des concessions qui avaient été accordées dans le GAM. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement? Peut-être qu'ils suivent notre émission, non? Peut-être qu'ils suivent notre programme. C'est d'abord ce que ça m'inspire. Parce que
Vous savez, Serge, le problème, j'espère qu'ils ont compris ce qu'on était en train de dire. Parce que ce n'était pas d'arrêter les concessions. C'était de créer les conditions pour que lorsqu'on donne une concession de terres agricoles, qu'elle soit bénéfique non seulement aux concessionnaires, mais également aux communautés et populations riveraines. Or, ce qui s'est passé dans cette espèce de concentration de pouvoir politique, c'est de ça qu'on parle, c'est que souvent, et c'est ce qui s'est passé dans la vallée du Ndem ou dans le Nkam, les gens découvraient du jour au lendemain que les caterpillars arrivent, que les gens arrivent, un peu comme des colons, n'est-ce pas? Avec les caterpillars, ils commencent à déboiser, et ainsi de suite, se demandent, mais ils viennent d'où? Donc, les populations même n'étaient pas impliquées dans le processus de discussion, n'étaient pas impliquées dans la société agro-industrielle qui allait se créer. Encore une fois, cette espèce de top-down, tout a été décidé de Yaoundé sur les espaces à concéder, les populations riveraines le découvrent, sur la durée de la concession, découvrent, sur le taux de loyer, ils ne sont même pas au courant, mais les retombées pour ces communautés riveraines et ces populations, ils ne sont pas concernés par cela. C'est ça qui s'est passé, que ce soit dans le sud-ouest, avec la firme américaine, Andiombe Peña dans le Mungo, à un moment donné dans la Haute-Sanaga, n'est-ce pas? Et là aujourd'hui, les gens le découvrent dans la vallée du Ndem. J'espère que, comme je vous disais, au niveau de la vallée du Ndem, les gens découvriront que ce n'est pas parce que M. Biya est originaire du Sud que ça change sa méthode de gouvernance. Parce qu'à un moment donné, comme je vous le dis, quand vous n'avez pas à cœur, quand vous n'avez pas cette empathie pour les populations, vous n'avez pas à cœur, votre système n'est pas conçu, son ADN n'est pas pour le développement des populations, mais pour votre propre bénéfice, vous vous comportez comme ça, y compris dans votre propre famille. Et c'est cela qui était en train d'arriver dans la vallée du Ndem. Mais heureusement que nous avons commencé à dénoncer cela et que les populations prenant conscience se réveillent. Et je voudrais inviter notamment les populations du Sud à se réveiller. Parce que comme je le dis, avec ce système, la preuve est là. 40 ans après, le Sud n'est pas plus développé que notre coin du Cameroun. Ça va de soi. Parce que le système, dans son design, dans son logiciel interne, le code source, n'est-ce pas, l'ADN, n'est pas conçu pour le développement. Le système, dans ses codes sources, son logiciel interne, est conçu pour l'enrichissement de quelques-uns, mais au détriment des populations. C'est pour ça que nous voulons inverser le système, de manière que, comme vous pouvez le voir, les gens prennent leur vie en main, prennent le pouvoir sur leur propre vie. C'est toute la logique de ce que nous ne demandons pas autre chose. Nous ne demandons pas autre chose. Nous demandons que les gens prennent le pouvoir sur leur propre vie. Et la manière de le faire, le cœur du système, c'est les élections. Des élections à travers un système vraiment fiable, crédible. C'est tout ce que nous demandons. Il faut qu'on change cela. Et nous ne le demandons pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Nous le demandons parce que nous savons que lorsque on est en train de les enfariner là aujourd'hui, je parle des populations au sud, on est en train de les enfariner pour rien, comme les populations au nord. Je vous ai dit par rapport à l'élite du nord que ce qu'elles faisaient là comme réclamation dans le mémoranda, c'était pour des intérêts personnels. N'est-ce pas? Les gens demandaient plus de sous-préfets, plus de préfets, plus de généraux, plus de ministres. Ça n'avait rien à voir avec les populations. Le jour où nous créons un système tel que Serge, Hippolyte, Emmanuel sont en compétition électorale, chacun avec son programme. Mais si j'ai lu le programme, dit que ok, moi j'ai choisi le programme de Serge, très bien. Au bout de 5 ans, je vois qu'il n'a pas tenu ses engagements, on s'en débarrasse. Il faut donc, et on teste peut-être Hippolyte en disant, mais tiens, c'est peut-être John Cap qui nous avait fait une bonne proposition. Ce que Serge Nyonga est venu nous dire là, il est venu nous tromper, de toute façon, comme on aura mis en place le système même de vérification des comptes, n'est-ce pas?
On verra même comment vous allez gérer tout ça et puis ça ira un peu mieux. Donc, on doit s'intéresser aux mécanismes que nous allons mettre en place, aux mécanismes institutionnels que nous allons mettre en place. C'est très important parce qu'une fois que vous, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Une fois que vous êtes sur les fondations de votre maison, n'est-ce pas? Mais même si le père n'est pas là, monsieur n'est pas là, il passe. Mais les enfants vont voir que les fondations de la maison sont là et voici les plans qui étaient prévus. Et ils vont simplement monter les murs à partir de ces fondations. Donc, il faut qu'on s'intéresse énormément aux fondations. C'est ce qu'ils appellent les fondations institutionnelles. Mais les gens n'ont pas l'air de comprendre. Ils nous font, n'est-ce pas, ils veulent qu'on continue ce système comme cela. On va continuer un système comme cela alors que les fondations institutionnelles ne sont pas solides. Voilà pourquoi on se bat. Et certaines personnes nous disaient, oui, il faut tourner la page. Tu tournes la page alors que les fondations ne sont pas bonnes. Tu veux bâtir une maison alors que les fondations ne sont pas bonnes. Vous ne pouvez pas tourner la page. Je préfère m'assurer que les fondations de mon édifice sont solides, capables de supporter le temps, les vicissitudes du temps, et ainsi de suite. Au moins, quand c'est fait là, on va partir, parce que chacun de nous partira. Mais chacun de nous doit partir en ayant à cœur que nous avons mis le pays sur des fondations solides, à l'épreuve du temps, à l'épreuve des vicissitudes du temps. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi nous insistons sur les institutions solides. Et au cœur de ces institutions, le processus électoral. Concentration du pouvoir, manœuvre de diversion, stratégie de balkanisation, de cloisonnement, de division et d'exacerbation des particularismes. C'est le cœur de notre entretien d'aujourd'hui. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions, Président. D'accord, je pense qu'on va aller avec les questions parce que j'ai même abordé le thème principal. Tout à fait. Au moment où je vous parlais, j'ai abordé pas mal sur la question de manœuvres de diversion, de balkanisation, de cloisonnement, de division, et même des exacerbations des particularismes, c'est-à-dire de division entre nous, n'est-ce pas? Donc je crois que c'est bien qu'on attaque directement avec les questions. Avec les questions, oui. La première question est dit, qu'est-ce qui peut expliquer la méfiance, la suspicion et les préjugés entre les Camerounais, voire le repli identitaire? Ça, c'est bien parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on cultive. Mais ça, la confiance se cultive. Si nous sommes ensemble, je ne fais que poser des actes qui vous rendent méfiants. Mais les actes de ce gouvernement, vous voyez comment les Anglais sont affables avec leurs policiers, les Anglais. Parce qu'ils savent que le policier est là pour les protéger. Vous ici, dès que vous voyez un policier, vous dites ça va dire attends, vous êtes déjà sur vos gardes. Parce que vous savez que, en fait, il va vous poser un piège s'il ne veut pas vous demander quelque chose. Donc, la rupture, au lieu de la confiance, ce qui naît entre le policier et le Camerounais, c'est la méfiance. Mais même nos animaux domestiques se comportent en tant que tels. Lorsque nos chiens se rendent compte que dès que vous arrivez, c'est pour recevoir un coup de pied, mais vous allez bien voir, dès qu'il vous voit, il fuit. Mais moi, vous avez vu ici, dès que mon chien me voit, il vient vers moi. Parce qu'il sait qu'il ne va pas recevoir un coup de pied. Il va pouvoir me recevoir une caresse. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Et ce que vous voyez là chez nous de méfiance là, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que cet État, ces dirigeants qui auraient dû être là pour les protéger, pour veiller à la préservation de leurs intérêts, c'est tout le contraire. Ils sont là pour les spolier. Vous ne pouvez pas, je rencontre suffisamment de jeunes, mais je peux vous assurer que c'est la désolation. Une jeune fille qui a 2 enfants, à peine 30 ans, avec un homme ou sans homme, est dans le désespoir total. Son compagnon n'a pas de boulot, s'il est encore présent, parce qu'il a eu des moments où le compagnon même est tellement découragé par la situation, qu'il fuit simplement ses responsabilités. Même ses responsabilités, il ne peut plus les assumer. Il disparaît. La jeune fille reste là avec 2 gamins. Mais elle est dans le stress et l'angoisse permanente.
quand ils décrivent le Cameroun, ils vous parlent simplement de jungle. Je les entends. Ils vous parlent de jungle. Ça veut donc dire quoi? Mais quand vous marchez dans la jungle, vous êtes dans un environnement de méfiance. Vous vous méfiez de tout. À tout moment peut surgir, n'est-ce pas, du bosquet, n'est-ce pas, un serpent, un lion et tout ce que vous imaginez. C'est comme ça qu'ils font, c'est la description qu'ils font du Cameroun aujourd'hui, une jungle. Vous n'allez pas me dire qu'une jungle, c'est un environnement de confiance, c'est un environnement de sérénité. Au contraire, quand vous marchez dans une jungle, vous êtes aux aguets, vous êtes méfiant. C'est ça, cet environnement de méfiance. Mais on peut également construire un autre environnement qui devient un environnement de confiance. Parce que vous vous dites que les enfants sont là, on a créé un environnement tel qu'ils pourront aller à l'école. Quels que soient les aléas de la vie, ils iront à l'école. Peut-être que le père n'est pas là, ils iront à l'école. Peut-être qu'il a une incapacité, peut-être que la maman a une incapacité, les enfants iront à l'école. Vous voyez comment le stress même baisse. Mais vous êtes dans un environnement où, sur tous les plans, vous êtes stressé. Sur tous les plans. Vous sortez de l'école, rien ne vous garantit un emploi. Vous vivez dans un environnement où les quelques ressources que nous avons, vous apprenez qu'il y a des individus qui sont en train de les détourner. Ils les détournent à leur propre profit. Lorsqu'on vous dit que vous êtes juge pour dire le droit, en fait, vous en faites un poste de péage. Ce n'est plus le droit qui y est dit, mais c'est vraiment le non-droit qui y est dit. La justice perd ses vertus. Ce n'est plus la justice de la vertu, mais c'est la justice de tous les travers. Vous voyez? Or, cet ensemble de choses, le manque d'infrastructures, que ce soit les infrastructures de route, d'énergie, que ce soit le chômage des jeunes, que ce soit tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'insécurité et tout ça, vous fabriquez vous-même une jungle. Et je répète, dans la jungle, il n'y a pas de sérénité. Dans la jungle, il y a de la méfiance. Vous ne pouvez pas être dans la jungle et ne pas être méfiant, parce que vous vous dites à tout moment, quelque chose peut arriver. Voilà la raison. Elle ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une malédiction qui est arrivée au Cameroun. C'est le leadership de M. Biya. Je préfère vous le dire. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais que à un moment donné, si nous voulons avoir un environnement de confiance, toutes ces choses que je suis en train de dire là, on doit les construire. À ce moment, les gens seront confiants. Mais vous ne pouvez pas aller prendre la route. Ici, dès que vous prenez la route de Yaoundé, vous dites que vous allez à Bafoussam. Mais votre compagne est en insécurité. Il vous dit appelez-moi tous les 30 minutes pour être sûr que vous n'avez pas fait d'accident. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et c'est exactement cela. Vous êtes là, on est en train de faire une émission, à tout moment, l'électricité peut partir. Mais vous n'êtes pas en environnement de sécurité. On vous dit à telle heure, ne sortez plus à telle heure parce que c'est dangereux dehors. Alors que vous-même, dès que vous vous retrouvez à Paris ou ailleurs, vous êtes dehors jusqu'à 2 heures du matin. Vous n'avez plus la même peur. Pourquoi? Comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne veux pas, il n'y a pas de malédiction à ça. There's no curse. There's no curse about it. It's about our own choice. And it's just the outcome of our leadership. This is an awkward leadership. And as I was telling you, we got everything. Human resources, natural resources. Cameroon is so richly endowed. And we have the technologies today. IT, information technology, biotechnology, artificial intelligence, AI, and all micro biotechnology and so on and so forth. Everything today. This is never in the history of mankind. We have such amount of technologies to accelerate the development. The only thing is that do you have the will to master them? If you don't have the will, then you will not master them. Where there is a will, there is a way. So that's the only thing I can say. It's not a curse.
It's about upset, and it's about the kind of leadership that we're going through today. That's why it is so much important for people to clearly understand that we need to change this institutional paradigm. We need to have this kind of shift of institutional paradigm to go towards, much more kind of balanced institution whereby powers will be much more evenly distributed between the centers and the regions and municipalities, communities, and the grassroots, because people need to take over the power on their own life. They need to recover the power on their own life. This is the issue, and this is the main solution for it. Président, il y a une question. 80% de la population camerounaise aujourd'hui a moins de 35 ans. Absolument. Et que dans cette population, ils n'ont connu qu'un seul système, un seul régime, celui de M. Biya. Quels seraient, selon vous, les leviers à activer? Quel serait le ciment de l'unité nationale et de la construction d'une nation, d'une patrie aujourd'hui? Je pense que, comme je vous l'ai dit, d'abord par la pratique. Par la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'espère que le leader de demain, celui qui sera à la tête du pays demain, et les différents dirigeants ne vont pas s'occuper des populations. Première chose, si je suis là pour les populations, je dois être à l'écoute des populations, donc je dois être auprès des populations. Mais vous allez observer une chose. Dès que quelqu'un a une position publique au Cameroun, il s'éloigne des gens. Il s'éloigne des gens. En commençant par le monsieur du sommet lui-même, qui est plutôt distant. Et j'ai souvent demandé comment on peut diriger des gens si on ne les aime pas. Vous ne pouvez pas diriger les gens si vous ne les aimez pas. Vous ne pouvez pas diriger les gens si vous n'allez pas vers eux. Observez les dirigeants de par le monde, ceux qui ont réussi à transformer le pays. Il y a une qualité qu'on appelle empathie. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que les gens peuvent être massacrés sans vous dire rien? Comment est-ce qu'il peut y avoir un accident comme celui de Seka sans vous dire rien? Si vous étiez en voyage, d'accord, vous n'arrêtez pas votre voyage pour revenir là-dedans, ou alors si vous rentrez de votre voyage, vous n'allez pas vers les populations pour voir de quoi il s'agit. Vous avez des soldats qui meurent au front, vous ne leur rendez pas visite. Il y a une façon de diriger qui fait que, n'est-ce pas, d'abord, on se dit, n'est-ce pas, vous dirigez pour les gens, vous ne dirigez pas pour votre propre bénéfice. Vous recouvrez Bakassi, vous n'allez pas voir les populations de Bakassi, mais ça vous intéresse bien de distribuer les blocs pétroliers de Bakassi. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand les gens se brassent, ils se découvrent entre eux. Quand ils se brassent, ils se découvrent entre eux. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est de créer des moyens de communication qui permettront aux gens de mieux se brasser. Voilà Hippolyte qui est ici là. Il n'a pas encore été au nord. Le vieux monsieur-ci. Il n'a pas encore été au nord. À son âge, plus de 30 ans, il n'a pas été au nord. Mais vous imaginez que quand on lui parlait des gens du nord, là, c'est comme si on lui parlait des pays d'en haut. Vous comprenez? C'est comme si on lui parlait des pays d'en haut. S'il lui avait été donné la possibilité de voyager, d'aller à Ngambélé, d'aller à Garoua, d'aller à Maroua, d'aller à Guidère, d'aller à Mokolo, d'aller à Kouchéri, n'est-ce pas? Mais il aurait une autre attitude vis-à-vis des gens là-bas. C'est cela plus comme des êtres inconnus. Comment vous voulez qu'ils développent même le sens de la fraternité avec les gens? Il faut qu'ils fassent une sorte d'exercice de sublimation théorique pour essayer d'imaginer que quelqu'un qui est là-bas, un Kotoko là-bas, n'est-ce pas, est son frère. Non, it does not feel it. But no, then we need to create these facilities to enable the young people, to really crisscross the country so that they can discover, each other's. This is the way you are doing to build unity. C'est pour ça que dans la plupart des pays que vous voyez, les pays vastes là, les gens sont d'abord assurés qu'ils vont construire un chemin de fer qui fait le pays. Les routes traversent le pays. Rien que ça, ça suffit. Peut-être que d'ailleurs, Juncker va partir là-bas, lui, il va seulement épouser une fille de Bokolo. Il ne va plus vouloir revenir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et là,
Et c'est comme ça que vous commencez à faire une pâte qui a déjà une pâte qui fait l'unité du pays. Il n'y a plus de différence. Il y a métissage, il y a melting pot, il y a brassage, et voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de secret. Et, et on aura beaucoup de mal à diviser les gens quand vous avez bâti cette espèce d'environnement. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons souvent dans le fait de donner le pouvoir aux gens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas divisé le pays en donnant le pouvoir aux gens. Les gens circulent librement. Sauf que, lorsque Hippolyte décide d'aller s'installer à l'extrême nord, il amène toutes ses compétences au service du développement de l'extrême nord. Et les gens se rendent compte que, oui, il n'y a plus de division. De la même manière que le monsieur qui était originellement de l'extrême nord, la troisième génération, installé à Bafoussam, mais il est aussi en train de développer Bafoussam. On ne lui rappelle pas à Bafoussam que tu viens de tel endroit. Et comme on ne va pas rappeler à Hippolyte, à Marois, qui vient de tel endroit, parce qu'il va se confondre avec la région. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous ayons cette vision claire dans notre esprit pour comprendre qu'il y a une unité, une cohérence dans ce que nous disons. Les gens, lorsque quelqu'un dira, mais je viens avec un investissement, mais cet investissement, ce n'est pas un investissement étranger. D'abord, les investisseurs vont être d'abord les investisseurs internes. Je viens avec mes moyens pour faire, n'est-ce pas, un hôtel à Marois. Mais je viens peut-être du sud et ainsi de suite. C'est ça que ça va faire. Et les gens vont s'apprécier mieux. Et le discours continuera à être cela. Et beaucoup de manifestations vont faire que nous allons également, vous voyez, un peu comme les colonies de vacances. Oui. Mais les jeunes gens partiront de là-bas pour aller en colonie de vacances. Là-bas, les correspondances, vous avez tous les moyens aujourd'hui d'Internet pour que les jeunes gens se correspondent entre eux, envoient leurs photos, discutent, ainsi de suite. Et pendant les vacances, allez, les gens vont créer des moyens de vacances pour que les gens aillent à gauche à droite. C'est comme ça que ça va se passer. Il faut créer ce que vous n'avez pas créé à travers les infrastructures. Et ça va permettre ce melting pot et ce brassage de se faire. Et vous allez développer ce sentiment vraiment du drapeau camerounais. Du drapeau camerounais, un peu comme les Yankees sont fiers de leur drapeau. Un, deux, trois, ils plantent leur drapeau. Est-ce que ce drapeau va être le drapeau camerounais qui symbolise cette unité-là? Il y a une autre question, Président. Ils disent, que valent dans un système de centralisation du pouvoir comme celui de Yaoundé les chefferies traditionnelles? C'est assez, justement, parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire que c'est vraiment une bonne question parce que nous sommes là un peu dans une sorte de confusion entre les systèmes féodaux et les systèmes modernes, c'est-à-dire la République. À un moment donné, la République a été faite, n'est-ce pas, on va dire ça comment, la République est sortie de la féodalité. Dans les féodalités, la naissance est un destin. C'est-à-dire que vous êtes fils du chef, votre destin est déjà tracé. Il n'y a plus d'effort à faire. Dans la République, nous reconnaissons l'effort. Nous reconnaissons le fait que vous pouvez changer de classe sociale par votre propre effort. Mais dans la perception féodale, il y a une sorte de résignation et Serge qui fait que si votre père avait des castes, si votre père était forgeron, vous serez forgeron. Et vos enfants seront également forgerons. C'est la caste de forgerons. Ils ne peuvent pas changer de destin. C'est pour ça qu'on dit la naissance est un destin. Du moment où vous êtes dans une république, donc vous avez autre chose. Le système doit être... Vous pouvez changer de vie. Vous pouvez choisir un autre mode de vie. Alors, vous voyez bien que le système de M. Biya, le régime de M. Biya, ne pouvait pas durer 40 ans sans la complicité de toutes ces catégories, y compris les chefferies traditionnelles. C'est-à-dire, on va dire, les enseignants, l'université, le collège, comme complices, les hommes d'église comme complices, les hommes d'affaires comme complices, l'élite administrative comme complices, les partis politiques comme complices, y compris les chefs traditionnels. Et il avait d'ailleurs tout fait pour enrôler les chefferies traditionnelles
dans sa logique. Vous allez vous rendre compte qu'il est très difficile que les chefferies traditionnelles se réunissent pour parler pour les citoyens. Le chef Sokudjo qui parle, ouais, son discours dépasse même le cadre de la chefferie. Je dois vous dire que les gens confondent, parce que chaque fois ils disent que le chef Sokudjo a parlé, mais en fait, ce qu'ils ne lisent pas chez cet homme-là, qui est très digne, très fier, c'est qu'il parle comme républicain. Il a le discours d'un républicain. Et le jour où vous aurez lui demander, il va vous parler de liberté. C'est-à-dire en contradiction fondamentale avec la féodalité, il va vous parler de liberté. Lui, il est né chef, mais ce n'est pas ça qui fait que les idées qu'il a en tête, sa perception de la vie, ne soient pas différentes de ce que sa culture lui impose. En fait, il parle comme un républicain qui croit aux libertés. Nous avons les mêmes convictions, c'est ce que je perçois chez lui, les convictions que celles des hommes libres peuvent se développer. Vous profitez juste du prétexte de sa position de chef pour dire le chef ce qu'il doit parler. Mais en réalité, c'est un monsieur qui parle comme républicain. Et s'il lui était donné la possibilité de réformer l'État, vous auriez vu qu'il aurait fait ce que souvent, dans les systèmes féodaux, lorsqu'il y a eu friction entre les révolutionnaires et l'État féodal, les gens qui appartenaient à la classe féodale, mais qui étaient éclairés, ont négocié avec, n'est-ce pas, les républicains pour qu'on crée un système un peu à l'Angleterre, hein, n'est-ce pas, de manière que reste de la monarchie, n'est-ce pas, une sorte de monarchie honorifique symbolisant nos cultures, mais que les libertés fondamentales soient garanties et que les gens qui dirigent aient à répondre devant les populations. Vous comprenez? C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Or, ici, comme chaque chose est faite dans le système d'hypercentralisation de manière fausse, vous allez voir que lorsque le chef Sokudjo a voulu parler librement, c'est bien ce système de gouvernement qui est venu lui porter la menace. Les mêmes qui l'utilisent, c'est-à-dire qui utilisent cette catégorie quand il s'agit de leurs intérêts. Mais lorsqu'il veut assumer, en fait, lorsqu'il veut assumer sa position comme citoyen libre, n'est-ce pas? On ne veut plus de cela. On ne veut plus de cela. On va éviter de l'agresser. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas l'intention qui manque, qui fait défaut. C'est simplement le scandale qui peut provoquer, qui les arrête. Or, pour moi, il faut qu'on sache que l'intention qu'ils avaient, c'est de l'arrêter. Ils ont donc déjà péché par pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en réalité, ils ne veulent pas simplement appliquer leur péché, parce que là, ça peut provoquer un scandale extraordinaire. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens le sachent, que d'ailleurs, s'il ne se singularisait pas tant par sa personne, par sa personnalité, il ne ferait pas ce qu'il fait là. Étant donné que le régime a réussi à phagocyter toutes les chefferies. Et aujourd'hui, toutes ces chefferies qui sont phagocytées de cette façon ne sont plus au service de leur collectivité. Le follower peut me dire cela. Toutes les chefs là, phagocytés comme ils sont phagocytés, ne sont plus au service de leur collectivité. C'est-à-dire de ce que, dans la tradition, on attendait d'eux. Le chef devait préserver la collectivité. Tel que ce modèle est là, il suffit qu'on continue quelques années, il s'affaiblit de jour en jour. Observez-le. Observez le modèle de chefferie là, dans le contexte actuel, où on les utilise, on viole, on abuse. Vous allez voir, on utilise l'argent pour les corrompre, et ainsi de suite. Ils vont perdre, les chefferies vont perdre de leur lustre et de leur crédibilité. Président, il y a une autre question. Quelqu'un qui dit qu'en réponse à la crise au Nosso, le gouvernement, le régime a créé une commission de bilinguisme et de multiculturalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le follower qui dit ça, est-ce qu'il peut nous donner le bilan de ce... Je pense que la première chose qu'ils avaient fait, c'est d'acheter les voitures. Ils ont acheté les voitures.
je ne sais pas si lui, en dehors des voitures qu'ils ont achetées, il a pris des actes forts. Parce que ce système d'hypercentralisation, je dis ça aux followers, a ceci d'extraordinaire. C'est qu'il vous trompe. Il est dans la duperie. Il est it's very cunning. C'est la ruse. Il donne, c'est-à-dire, il répond par une commission. Mais vous savez également ce qu'on dit. C'est que si vous voulez tuer un problème, créez une commission. Si vous voulez tuer un problème, créez une commission. Alors, depuis que cette commission Moussonga a été créée, il y a eu quel fait concret? On nous dit qu'ils ont même fait un rapport. Le rapport est où? Nous voulons un système vraiment clair dans la transparence, où on débat des sujets, on les discute ouvertement, on en discute à l'Assemblée. Nous avons tous les moyens aujourd'hui, Internet, pour que le débat soit public, qu'on recueille les avis de tout le monde, que les gens aient non seulement l'impression, mais qu'ils participent effectivement au débat. Vous ne voyez pas ça. Quelle est l'autre initiative de la commission Moussonga dont vous avez entendu parler au bout de 3 ans d'existence? Mais aucune. Mais c'est même extraordinaire. Le follower qui fait bien de soulever cette question. Qu'est-ce que la commission Moussonga a fait depuis qu'elle est créée, depuis 3 ans et demi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quels sont ces faits? À un moment donné, un tour du pays, on dit qu'ils ont fait un rapport, on est au courant de rien, et depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Vous n'en savez rien. Et après eux, dès qu'il y a ça, dès qu'on a commencé à parler de mobilisation, démilitarisation, démobilisation, réinsertion, et ainsi de suite, tout de suite, ils ont créé l'autre commission, DDR, avec Fayengo. Et on leur donne un budget immédiatement. Ce qui les intéresse, c'est d'abord le budget. Et après, vous demandez qu'est-ce qu'ils ont fait. On nous fait des parodies, des gens qui ont été, qui sont revenus, qui sont sortis du maquis, et ainsi de suite. Vous n'en savez rien. Mais sauf que, avec tout cela, le problème, lui, ne fait que persévérer. Le problème, lui, ne fait que persister. Si la meilleure mesure de voir si ces commissions servent à quelque chose, c'est de voir que le problème disparaît. Mais quelqu'un ne peut pas vous donner, vous êtes malade, on vous donne des médicaments. Mais plus on vous donne des médicaments, plus vous souffrez. Et vous estimez que le médicament est efficace, il n'est pas efficace. Voilà la situation. Après tout ça, on va encore créer une autre commission. Une autre commission viendra, c'est un peu comme on a créé la commission là tout de suite pour dire on fait la reconstruction. Mais vous faites la reconstruction pendant qu'il y a la guerre. Et les gens sont en train de défendre cette approche de reconstruction pendant la guerre, alors qu'on dit qu'avant, on dit qu'on a fait le dialogue. Mais le dialogue, dites-moi, qu'est-ce qui est sorti du dialogue? Qu'est-ce qui est sorti du dialogue et qu'est-ce qu'on fait? Sauf que vous créez toutes ces instances, mais le problème n'est pas résolu. Parce que la manière de le faire naturellement, good faith, n'est-ce pas? Good faith, frankly, sincerity. Sincerity, c'est-à-dire, vous voyez bien quelqu'un qui n'a pas la sincérité. If you want to resolve that issue, you should be sincere. And you should be sincere, calling everyone around the table, discuss the issue around the table, and then you will find the solutions about it. It's not about trying to be a kind of wily, cunning, trying to dupe the other people. This is not the way you're going to resolve the issue of the crisis in the Northwest and the Southwest in a lasting way. The only way to do it is about calling every stakeholders, should it be from the separationists or from within, but you need to call everyone so that you can share the views. And as I used to say, I cannot bet on the outcome of this kind of meeting, but anything can come out of this kind of meeting also. You need to consider every scenario, but as providing that people will sit around the table in a spirit of good faith and sincerity, because clearly you want to resolve the issue. But of course, if you don't want to resolve the issue, Serge, you will not resolve it. And you will try to be cunning, you try to be bypassing the real means of using the problem. You will be cunning, you will be playing with people, you'll be duping people, and you'll be using trick, you'll be cheating, you'll be cheating, and so on and so forth. And you will never resolve the issue because your basic will is not to resolve the issue. And that's where we stand today. And why? Because you want to keep on controlling the total power. The total power.
That's the spirit of this regime. And that's why this regime is so unable to resolve the issue. And to resolve this issue and some other one. J'ai une question qui vient de Albin Gillot. Il dit, que répondez-vous à ceux qui estiment que Paul Biya, en 38 ans, a fait le contraire de ce que ferait un chef d'État, à savoir l'unité nationale et la cohésion sociale? En quoi la division ethnique, le tribalisme peuvent-ils encore aider Paul Biya à conserver le pouvoir? Non, je crois que nous sommes au bout du rouleau. Nous sommes au bout du rouleau. Il nous appartient maintenant de prendre notre destin en main. Je comprends la question de Alain Gillot. Non, là nous sommes au bout du rouleau. Le travail qu'eux-mêmes font, n'est-ce pas, le travail de mobilisation qu'ils font, il est appréciable. Et d'ailleurs, je crois qu'il est parmi ceux qui ont couvert les régions dans le cadre que j'ai envoyé, couvrir les régions dans le cadre de cette distribution du matériel médical. Et il fait du très bon boulot, il est engagé. Et nous devons compter sur un engagement comme celui-là. J'espère que son documentaire sera mis au point bientôt pour que tous les followers, notamment nos frères et sœurs de la diaspora, puissent disposer de ça et voir de quoi il s'agit. Mais quant à moi, il ne faut plus qu'on se fasse d'illusions, on est au bout du boulot. Le peuple ne peut plus rien donner. Chaque jour qui passe là est une hypothèque pour le pays. Chaque jour qu'il passe est une hypothèque pour le pays. Il faut que les Camerounais l'aient en tête et qu'on soit mobilisés. Ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de nous-mêmes. Il faut qu'on ait la détermination. C'est votre vie, c'est notre vie. Hein? Il faut qu'on ait la détermination de changer notre vie. C'est tout. Et donc, il n'y a plus rien à en attendre. C'est clair pour moi. Il n'y a plus rien à en attendre. Il n'y a plus rien à en attendre. Vraiment, il n'y a plus rien à attendre. Si quelqu'un ne peut pas voir que une personne à cet âge-là, qui n'a pas combattu avant pour l'intérêt national, ce n'est pas maintenant qu'il va l'inventer. Ou ce n'est pas maintenant qu'il va lui se réinventer. Parce que les gens qui se réinventent, c'est des gens qui habituellement se sont réinventés et se sont habitués à la remise en cause personnelle. Ils peuvent encore se remettre en cause. Ils peuvent faire un aggiornamento. Mais quelqu'un qui ne s'est pas remis en cause, je vous dis, Dieu ne va probablement me poser la question, mais pourquoi il est resté 40 ans? Mais je reviens pour dire que mais il est resté 40 ans avec la complicité de l'élite multiforme. Une élite dont la caractéristique est simplement la couardise, la lâcheté, la cupidité, et ainsi de suite. Elle a bénéficié. Et c'est cette élite multiforme, que ce soit, j'ai dit, l'élite administrative, l'élite académique, l'élite des affaires, les hommes de Dieu, n'est-ce pas, qu'on a utilisé dans tous les sens, les chefferies et tout ça. C'est tout. C'est ça que l'autre appelle, c'est vraiment la trahison de l'élite. C'est la trahison de la soi-disant élite. Un être humain, n'est-ce pas, un être humain ne peut pas mettre 40 ans de pouvoir sans bénéficier, n'est-ce pas, de la complicité de ces gens. Et lorsque vous regarderez ce que je dis là, vous voyez à la télévision des professeurs qui viennent justifier, qui viennent défendre l'indéfendable. C'est pour cette université. Ouais. C'est pas ma grand-mère qui est là-bas. Pour ceux qui viennent défendre l'indéfendable. Et comme des gens qui n'ont aucune préoccupation pour la souffrance des gens. Je vous parle des jeunes gens qui ont des problèmes d'emploi, qui ont été à l'école. Quel que soit le niveau de formation, hein, parce que ici, vous allez prendre des gens, vous le doctorat de ceci, doctorat de ça, c'est pas ça le plus. Il y en a qui sont simplement que le gars a fait le niveau baccalauréat, mais un jeune homme avec un niveau baccalauréat, vous allez aller dans d'autres environnements, on ne le néglige pas tout de suite. Parce qu'il a l'énergie, il a de quoi apprendre une compétence, on parle de ce niveau pour lui donner une compétence, c'est ce que j'appelle skills, n'est-ce pas, skills, pour qu'il soit productif. Mais chez nous ici, tous les gens sont improductifs, inutiles, de 15 ans jusqu'à 60 ans. Si vous réfléchissez à ce que je suis en train de dire, ça fait plus de 15 millions de votre population qui est inutile. Une vingtaine de millions de la population inutile. Comment vous pouvez prendre une telle énergie de jeunes gens que vous rendez inutile à cause d'un système qui ne sait pas les utiliser? Vous voyez? Et ceux qui sont même, soi-disant, ils sont partis à l'université, soi-disant, ils restent à l'école pendant 15 ans. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un reste à l'école 15 ans, parce que c'est un doctorat, ça veut dire que vraiment, c'est un incapable.
c'est un incapable. À ce moment-là, j'aurais déjà fait peut-être 3 doctorats. C'est pas la peine. Parce qu'il faut mettre ce temps au service de quelque chose, au service d'une recherche qui est utile pour la population. Mais le système vous fait perdre le temps comme si l'école devenait une finalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire comme si passer le temps à l'école devenait une finalité. Non, l'école était censée libérer les gens. Et pourquoi le gars fait ça? Parce qu'on lui dit que doctorat, machin, 3e cycle, machin, classé catégorie temps de la fonction publique. Donc, tout est lié par la fonction publique. Mais le mec même, qu'est-ce qu'il produit? Il produit rien. Même si c'est un historien. Mais je lui dis, mais si tu es historien, mais mets tes talents à raconter aux jeunes gens l'histoire de ton pays. Va faire des recherches pour raconter l'histoire de ton pays, parce que c'est ça qui va être utile pour la dignité des gens, pour le respect des gens, parce que les jeunes gens connaîtront l'histoire de leur pays. Chacun doit savoir quelque chose. Si c'est un doctorat en littérature, mais écrit comme Guy de Maupassant, comme Zola, comme, je ne sais pas moi, Balzac, Honoré de Balzac, ou comme Chateaubriand, Victor Hugo ou Voltaire, écrivaient pour leur pays, si c'est ça qui vous intéresse. Il y a matière à le faire. Je me souviens d'un dramaturge qui maintenant est décédé, il vivait en France, et chaque fois qu'il venait au Cameroun, je discutais avec lui, et quand on discutait, on prenait un pot, je lui disais que, mais, tu sais, chaque fois que tu te mets à un carrefour de Yaoundé ou de Douala, mais tu as au moins chaque jour, tu peux faire une pièce de théâtre. Donc, en réalité, tu restes là, tu ne fais que nourrir la pièce de théâtre. Et vous imaginez combien de pièces de théâtre pourraient être écrites sur le Cameroun, vraiment du genre de la tragédie du roi Christophe, d'Aimé Césaire, n'est-ce pas? Voilà. Président, le 1er février 2020, vous disiez à Paris, lors du giga meeting avec la diaspora du changement, que seuls les hommes et femmes libres, dignes et courageux sont capables de se développer. À votre avis, il y a encore beaucoup de chemin à faire au Cameroun pour que les Camerounais se sentent à la fois libres, dignes et courageux? Oui, ça c'est bien. Je crois que c'est en cela qu'on a vraiment, que les 40 ans là de ce monsieur Biya, le régime Biya ont vraiment, n'est-ce pas, zombifié, vassalisé le Cameroun. La liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une fable de La Fontaine, il faudra peut-être chercher ça un jour, c'est le loup et le chien. Le loup et le chien. Donc, le chien, le loup et le chien se rencontrent. Et le loup demande au chien que tu as l'air dodu, tu as vraiment l'air dodu et tout ça, tu manges bien et tout ça. Et le chien lui dit que oui, moi, là où je suis, on me donne à manger, et ainsi il n'y a pas de problème. Et le chien lui dit, mais toi, je vois que tu es maigre, tout ça, il dit au loup, hein, que moi, tu es maigre, tu ne manges pas beaucoup. Il faut qu'on aille à la maison, manger. C'est ce que le chien dit au loup. Et en cours de chemin, le loup demande au chien, je vois qu'il y a une trace là autour du cou. Ils étaient aux abords de la maison du chien. Et le chien lui dit que non, c'est que oui, c'est la marque de la chienne. Il dit, ah bon, la chienne. Le chien lui répond que oui, de temps en temps, on m'enchaîne. Et le loup détale. Il dit, non, mieux vaut être maigre et libre que d'être grassouillé et enchaîné. Ouais, vous voyez ce que je dis? Ça, c'est l'importance de la liberté. C'est l'importance de la liberté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le système est tel qu'on vous donne à manger et on vous tient. Ou alors, vous rêvez à aller au festin. Ça, c'est les gnocchis là. Je rêve à aller au festin, mais à être prisonnier. C'est ça, il rêve à aller au festin, mais à être prisonnier. Mais il faut mieux qu'il soit comme le loup. Il dit non, je préfère être, n'est-ce pas, maigre libre. Je suis un homme libre. Parce que là, c'est pour ça qu'il dit que seuls des hommes libres sont capables de se développer. Parce que lorsque vous allez à ce festin-là avec le diable, le festin avec le diable se paye toujours. Il ne vous laissera pas libre. Vous serez grassouillé, mais il va vous le faire payer chez les hommes. C'est ça le prix de la liberté. C'est d'être libre et de pouvoir s'émanciper. Président, nous arrivons au terme de notre talk d'aujourd'hui, de ce samedi. Nous rappelons à
comme vous l'avez dit tout à l'heure à nos viewers, que l'édition de samedi prochain sera consacrée à l'initiative Survie. Oui, oui. Vous ferez Le bilan d'étape. un bilan d'étape Oui. et vous exposerez ce qui arrive quoi, derrière tout ça. Oui, les perspectives. Oui. Nous rappelons encore à nos followers que sur la page Agir, ils peuvent regarder en replay tous les 10 premiers épisodes que nous avons de cette série et leur donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup, Président. C'est moi. Je remercie tout le monde. Je remercie les followers et bon week-end à tout le monde. Le loup et le chien. Lui, il préfère que Famélique.